Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, tout travail mérite sa bière. Produit par Bralico. Bonjour, merci. Vous regardez Et si on en parlait, le premier podcast du paysage audiovisuel congolais. Nous avons l'honneur de recevoir un homme qui m'a inspiré, qui m'inspire, qui est un grand mentor, pas que de Monsieur Kaba, mais également de toute une jeunesse. Il est influent, du moins il a un grand impact dans le paysage audiovisuel congolais, dans la communication, dans l'événementiel. Quand on reçoit ce type d'invité, on se tait, on l'écoute, mais on commence par lui dire bonjour. Bonjour Abdoul. Bonjour Monsieur Alayav. Drop le monsieur. Hein, Je sais que tu aimes que je te tutoie. Co-fondateur de Pigma Group et CEO de Pigma Communication. Ouais, c'est ça. Et vraiment, Pigma Communication, c'est 20 ans, plus 1, ça fait 21 ans. C'est incroyable qu'on arrive quand même à se dire qu'on te brande directement à Pigma. Tu vois, quand on dit, qui dit Pigma, dit Alayav. C'est la barbe. Hein. C'est là. on va mettre ça sur la barbe. Pourtant, je sais que vous êtes 5. On est 5. PYGMA, c'est nos initiales. Ok, donc. Paul. P pour Paul. Y pour Yav, Willy Yav, mon frère. Oui. G pour Gataraya, Jean-Pierre. M pour Manla, la seule fille sud-africaine. Manla. Et A pour Alain, pour moi. Pour toi. Comment 5 amis se retrouvent ensemble, mettent en place un mouvement, une idée et vont jusqu'au bout? Et dans 21 ans, vous avez des agences comme Kabali Solo qui sont sorties grâce à vous, en direct ou en indirect. Hein. Et il y a plusieurs agences, du moins le 3/4 des agences de communication de la RDC viennent de Pigma. Et Pigma aujourd'hui, c'est des ministres, des chefs d'entreprise, des patrons. Et franchement, moi, en tant que jeune, je me dis, mais comment on fait pour être un chef d'entreprise qui a cet impact aussi énorme? Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais pu le faire tout seul. Parce que, d'abord, il faut le courage de le faire. En fait, il faut oser. Et je crois que la chance que moi j'ai eue, c'est que j'ai eu 5 personnes qui ont osé en même temps que moi. D'accord. Ou 4 personnes qui ont osé en même temps que moi. Tu vois, et quelque part, tu as l'impression que le risque, il est partagé. Tu vois, tu ne veux pas imaginer les moments où les choses se passent d'une certaine manière et tu rentres et tu as le moral dans les chaussettes et tu n'y crois pas. Et c'est là où toi, tu t'arrêtes, en fait, que l'autre, il vient, il te porte. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais il te porte juste assez pour tenir la nuit le lendemain, parce que le lendemain matin, quand tu te réveilles, t'es reboosté et t'es reparti, quoi. Tu vois, je pense que chez nous, hein, Pigma, mes associés et moi, ça a été je crois que c'était le secret, en fait. Ouais. Tu vois, c'est ça qu'il a fait. Parce que il y a tellement de choses. Et puis, le truc, c'est qu'on se complète tellement. On est tellement différents. Tu vois. On était complètement différents dans nos personnalités, dans notre façon de faire beaucoup de choses, mais très complémentaires. Donc, ces différences-là, c'est ce qui nous complétait. Mais aussi assis tout de même sur des valeurs fondamentales communes, tu vois. C'est pas par exemple, on se fait vraiment confiance, quoi, tu vois ce que je veux dire. Comment on fait pour être à la tête d'une société pendant 20 ans? Moi, je rêvais, hein, tu vois, et moi, je rêvais. Paul, c'est le fou. Paul, c'est un investisseur, c'est serial investor, tu vois, et tout. Et comme je dis, on avait différentes énergies, mais sur papier. Et moi, c'est moi qui venais avec le background corporate classique et tout. Donc, c'est moi qui travaille, on va dire, le business plan sur papier, tu vois. D'accord. Partie technique, business plan, on dit, voilà la vision, voilà, on se voit dans 10 ans, tu vois. Et on a dit, voilà où nous sommes dans 10 ans. Et je me rappelle qu'on a sorti un magazine, on a simulé un magazine, un magazine Forbes, où on a dit, voilà, l'année est 2014, nous sommes Pigma et voilà où nous sommes en train de faire ceci, machin, comme si c'était un article sur nous. Sur vous. Tu vois. C'était pas mal. C'était une belle façon de se raconter votre histoire, de se projeter en fait, par rapport à l'histoire. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Je suis pas sûr qu'on a eu le nombre de zéros que je voulais qu'il y avait là-dessus. J'ai encore la page. Mais l'idée a toujours été panafricaine. L'idée a toujours été de se dire, mais tiens, voilà, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il y a un potentiel fort en Afrique. Et d'ailleurs, le slogan, notre slogan, c'est Unlocking Africa's Potential One Sector at a Time. L'idée, c'est vraiment débloquer le potentiel africain secteur après secteur. Oui. Et le principe, c'est de se dire que chacun d'entre nous dans son domaine. Moi, dans la com. Oui. Tu vois, oui, parce que Pigma, c'est pas que la communication. Il y a la communication, il y a Sims, la production. Qui est dans la com, c'est ça?
Bon, écoute, moi, je les groupe ensemble. Hein. D'accord. Des fois, je dis média. Il y a l'énergie aussi, je pense, non? Ah oui, multimédia. Écoute, le groupe, c'est vraiment diversifié. Tu vois, quand on dit Pigma Group, écoute, il est dans différents secteurs. Paul il fait Pigma Énergie. Énergie, oui. Dans de la logistique et du carburant, c'est totalement autre chose. Man, là, a lancé Pigma Consulting, et ça n'a absolument rien à voir. Elle aide à structurer la partie légale dans les télécoms ou dans les banques, et ainsi de suite et tout. Jimpy, l'architecte, lui, c'est, on appelle ça Oxyprop, mais en fait, c'est Pigma l'immobilier un petit peu, donc développement immobilier, ainsi de suite et tout. D'accord. Et moi, c'est Pigma Communication. Et Pigma Communication, qui groupe en fait tout ce qui est agence de pub à la base, mais après tous les services qui vont avec. Parce qu'on a commencé par l'agence, pas comme Cavalier Solo qui a commencé dans l'autre sens, on a commencé vraiment avec la com. Comme de base et tout. Et puis de la com, en fait, une croissance assez organique et verticale sur la chaîne en fait des services. Donc on écrit les pubs, parce que la com à la base c'est la strat, c'est la créa. On l'écrit, on la faisait réaliser par d'autres personnes, on se dit mais finalement ça coûtait cher, c'était mal fait, on dit mais pourquoi on le fait pas nous-mêmes? Et on crée la maison de prod. C'est là qu'on crée Sims Production. Et on apprend à réaliser, tu vois. Je veux dire, marketing, c'est ce que moi, ce que je savais faire. Du marketing à la com aussi, je savais faire. Mais de la com à la prod, j'ai appris à faire de la prod. Et de la prod, tu te dis, mais tiens, si je fais de la prod et tout, pourquoi pas faire de l'événementiel? Au début, on faisait de l'événement corporate. Et puis après, tu te dis, mais pourquoi pas faire des événements grand public. Mais surtout, lorsqu'on se met à faire des shows comme Vodacom, Best of the Best, lorsqu'on dit à nos clients qu'au lieu de communiquer seulement dans des panneaux et dans des spots télé, ainsi de suite et tout, pourquoi pas mettre cet argent dans du contenu et commencer à développer des contenus. Et c'est là qu'on développe Vodacom Best of the Best, Miss Vodacom, parce que c'est de la com pure, mais emballée dans de la prod. Et là-dedans, on apprend à faire de la prod, à faire de l'événementiel. Parce que dans Best of the Best, utilisant Best of the Best, tu as 12 épisodes. C'est vrai. En 12 semaines, tu as fait 12 concerts. C'est vrai, 12 concerts. Tu as monté, tu as préparé, tu as conçu, tu as préparé, tu as répété, son, plateau, lumière, chanson, musique, performance, gestion de public, tu as fait 12 concerts. Mais c'est fait pour la télé, donc en même temps c'est filmé, donc ça veut dire que tu apprends à faire le son, à faire la lumière, à faire tout le tralala pour la télévision. Donc après une saison de Best of the Best, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Mais derrière ça, tu as une grosse machine digitale, parce que quand tu fais Best of the Best, tu fais du digital derrière. Tu vois, on a commencé à faire du digital quand personne n'y croyait. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, non, c'est vrai. Donc, tu apprends à faire du digital, mais derrière, tu apprends à faire du PR, parce que tu es sur le domaine musical, il y a une belle histoire à raconter sur l'impact sur la jeunesse, donc c'est du PR pur. Donc, tous les secteurs qui vont de la conception stratégique à la pub, à la réalisation, à l'écriture, à l'événementiel pur, à la télévision, tu fais tout en une saison d'un show télé. Non, c'est vrai. C'est là que c'est parti. Et ça fait que vous avez... C'est l'acquisition de l'expérience. Ouais. Oui, parce que vous touchez à tout et vous apprenez au fur et à mesure et tous les jours, c'est très très bien. Et je pense que et c'est là qu'il y a une vraie valeur, en fait, quand tu demandais comment vous faites, c'est que si fondamentalement le principe c'est de se dire que tous les jours il y a un truc à prendre, tu vois, et c'est le fait de tous les jours se remettre en question, c'est tu demandais, ouais, mais vous êtes arrivé là, comment vous vous sentez? Tu dis, on se dit, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai l'impression que ce qu'il y a à faire est plus grand que ce qu'on a réalisé, tu comprends? Et c'est un peu pareil, tu vois, moi je regarde... quand je regarde Rihanna, le show de Rihanna sur les fils, là, et tout, et je regarde, je dis, mais j'ai encore rien fait, quoi. Tu comprends? Non, mais sérieux, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas négatif, mais je suis motivé, tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, mais tiens, il y a encore des choses à faire. Et je crois que c'est ça qui me garde, truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a tout à redécouvrir, il y a tout à réinventer, il y a tout à créer. Et voilà, quoi. Je crois que c'est ça le truc, en fait. C'est ça le parcours, en fait. Et quand tu vis comme ça au quotidien, 20 ans après, tu le sens pas, en fait. Tu le sens pas, c'est vrai. Surtout que c'est fun, au passage. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est très fun. C'est vrai. Quand vous arrivez en 2004, il y a quoi? Médiatiquement, communication, entreprise? Écoute, RDC, 2004, c'est avant les élections, les premières élections démocratiques et tout, avec Kabila et tout. Les gens, c'est un peu... Moi, j'ai l'impression qu'on vient de sortir de guerre, quoi. Tu comprends? Littéralement, on vient de sortir de guerre et tout. Donc, il n'y a pas vraiment de business, il n'y a pas vraiment de marché. Je crois que les gens n'y croient pas trop, ils ne savent pas trop par où aller. Je crois que ça aide qu'on vient d'un milieu anglophone du Sud et tout, et on est vraiment dans un can-do mindset, on a envie de faire des choses, on a envie, quoi, tu vois.
Là, on est quoi, mi-trentaine, on a la pêche, tu vois. Et puis on arrive, on trouve un marché, on va dire le marché de la com. Quand j'étais tout petit, la com au Congo, c'était pas mal. Il y avait de très vieilles pubs. Je vais te montrer, je t'envoie des liens sur des vieilles pubs au Congo. Il y avait de belles pubs, c'était bien fait. Bien fait, bien raconté. Dans les normes. Ouais. Et quand on arrive là et tout, la pub, comme tout le reste les autres domaines du pays, en fait, sont vraiment au plus bas. Tu vois? Et les gens n'y croient pas beaucoup. Et nous, on vient, on se dit, mais tiens, il y a de la place. Nous, on voit le potentiel, on ne voit pas le truc d'or. Le slogan de présentation, c'était la RDC, challenge ou opportunité. Tu vois, parce que nous, on voyait que l'opportunité est très optimiste, on y croyait. Et tu regardes au milieu de la com, c'est pas très sérieux. Les jeunes commencent à apprendre un peu à travailler sur les ordinateurs, des gens qui font un peu de design, quelques-uns comme ça au passage. Alors, celui qui sait faire 2-3 visuels, il se positionne déjà comme une agence de com. Les clients, il n'y a pas de budget. Les clients ne prennent pas trop... Il n'y a pas de marché, en fait. Ça veut dire, tu n'as pas de compétences du tout, techniques, dans les agences et chez les clients. Tu n'as pas de grosses agences parce qu'il n'y a pas réellement de marché. Les clients, limite, les quelques clients, c'est les brasseurs et les télécoms. Ils ont les moyens. Mais ils n'ont pas. Ils n'ont pas de service local. Ils n'ont pas de service local. Donc, ce qu'ils font, c'est que ils importent le tout. Très bien. C'est beaucoup de bricolage. Et nous, on arrive, on dit, vous savez quoi? Nous, on va faire... On se rend compte que on cible les corporates. Mon background, c'était multinational et tout. Je dis, je vais parler aux gros. On parle à Celtel à l'époque, qui était RTL après, multinational, DSTV, multinational. On parle des multinationales, on parle leur langue, beaucoup d'origine anglophone, donc on se comprend. On parle français, on parle anglais. Et on leur dit, écoutez, ce que vous cherchez à faire, nous, on va vous le faire dans les normes. Pas besoin de faire des compromis. Okay? Mais localement, on va le faire localement, mais dans les normes comme à l'extérieur. Mais alors, vous payez comme vous payez à l'extérieur. Tu vois? Donc, on dit, c'est du travail de première classe par des personnes de première classe, donc la qualité des gens, oui. pour des clients de première classe. Client de deuxième classe, ça ne sert à rien. Il n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. Dans le processus et dans le fond, il n'y croit pas. Donc, ça ne nous intéresse pas. Employé de seconde classe, ça ne nous intéresse pas parce que la promesse qu'on fait, moi je viens de grosses multinationales, je viens de Procter & Gamble et tout, je viens de grosses multinationales, je crois dans les normes mais totalement, et je ne suis pas prêt à mal faire les choses. C'est mon nom, chaque chose que je produis, c'est mon nom qui est sur le truc et tout. Donc je dis, les gars, quand tu viens dans mon équipe, il faut que tu sois au top. Et moi je ne suis pas étonné que quand les gens partent, ils sont bons. Parce que je pense que, voilà, ils viennent de passer 2, 3, 4, 5, 10 ans, où tous les jours on leur rappelle qui sont capables de faire mieux que ceux qu'ils ont sortis. Tu vois, c'est en faire une vraie culture, en fait, tu vois. Je disais employé de première classe, client de première classe, et puis travail de première classe. Oui, parce que ce qu'on attend... Et comme j'ai la grande gueule, on va dire... Non, mais il faut assumer derrière. Quand je rencontre le client... Non, quand je dis grande gueule, je veux dire, lorsque je rencontre un client, et je lui dis, je suis devant le directeur Afrique de Heineken, et je lui dis, on va faire péter votre marque. Je lui promets. Tu vois, je lui promets. C'est un engagement. C'est un engagement que je prends. Ouais. Tu comprends? Et je ferai ce qu'il faut. Même si ça veut dire, des fois, perdre de l'argent. Tu vois, c'est ça le truc. Et pour moi, c'est ce triangle-là. Moi, j'appelle ça un triangle, en fait. Client de première classe, employé de première classe, service de première classe. Et espérant que tu peux facturer un premium. Un premium, aussi, oui. Tu vois? Alors, c'est ça l'approche. Mais tu le fais dans un marché où, en fait, tout le monde, en fait, n'y croit plus. Parce que tu arrives au Congo au moment où les gens, en fait, ils pensent petit... tu vois, on ne croit pas trop à demain, on n'investit pas dans demain. Les gens font... voilà, ils bricolent beaucoup, tu vois. Mais nous, on vient, on dit non. Avec cette approche-là, on ne parle pas de tout le monde. On dit, ouais, il y a de la place pour ceux qui veulent faire des trucs de mauvaise qualité, machin. Nous, on va parler au peu de gens qui y croient réellement. C'est pour ça qu'on vise les grosses multinationales. Et je crois que ça marche pour nous, parce que ils mordent à l'hameçon et ça fonctionne. À Kinshasa, d'abord, et puis à Brazza. Là, je te parle de 2005. On a travaillé sur des marques il y a longtemps et tout. Et ensuite, Nestlé, localement, on a travaillé avec Nestlé. Et puis, on signe Warid. Nous, on fait le premier lancement de Warid. Vieille pub. Aïe. Une vieille pub. Tu ne connaîtras pas. Tu n'avais pas de barbe. Quand on ouvre une entreprise, qu'est-ce qu'on doit éviter? D'abord, dans quoi tu veux te lancer, en fait. Tu vois, si tu peux te lancer dans quelque chose que tu aimes, déjà, c'est pas mal. Si tu peux te lancer dans quelque chose que tu aimes et pour lequel tu as vraiment des atouts.
parce que faire quelque chose que tu aimes, mais pour lequel tu n'as pas d'atout, c'est dommage. C'est dommage, oui. Quelque chose que tu aimes, pour lequel tu n'as pas d'atout, mais tu penses que tu peux les acquérir, ces atouts-là, mieux que d'autres. Réalise que tu es dans un milieu concurrentiel. Ce que tu offres, quelqu'un d'autre peut l'offrir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pourquoi est-ce que toi, tu vas l'offrir mieux que les autres? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça veut dire, nous, quand on vient et qu'on lance et qu'on fait Pigma et tout, quand on regarde le marché et qu'on se dit, bon, les gens font, nous, on se dit, non, on va faire comme ça. D'accord, mieux que On va faire mieux. Et on va faire dans les normes. Mais même le choix de dire on fait dans les normes, c'est un choix. C'est un choix. Le choix de dire que nous, on veut faire dans une cible... voilà, c'est un positionnement. C'est un positionnement. Oui. Parce qu'il y a une autre option. Parce qu'il y a une option, c'est vrai. Il y a d'autres personnes qui vont te dire, voilà, nous, ça peut marcher très, très bien, tu vois. On est dans des trucs pas chers. On a essayé un moment, pendant les trucs et tout, on se dit, mais tiens, voilà, on devrait ouvrir et commencer à prendre des petits clients, machin. Mais on le fait très mal parce qu'en fait, c'était pas notre force. Là, notre force, c'est le fait que on vend pas juste une pub, on vient avec une vraie stratégie, on vient avec une vraie façon de penser et puis les gars de Pigma, ils font jamais les choses à moitié. Quand tu demandes au gars de faire quelque chose, il va tout donner. Des fois, je les arrête, je dis, les gars, le budget ne permet pas. Mais les gars, ils vont tu comprends ce que je veux dire, tu vois? Les gars, ils sont trop formatés. Ouais. Mais à l'instant qu'il nous a appris les standards, je dis, oui, mais je ne vous ai pas appris à perdre de l'argent. C'est vrai. Mais tu vois un peu, donc voilà, ça c'est une partie du truc et tout. Je crois que donc là, c'est un peu autour du business model. En fait. Ça veut dire, en effet, réfléchis bien à ce que tu fais. Est-ce que voilà, il y a un marché? Est-ce que tu as une valeur ajoutée? Quelle est ta valeur ajoutée? Choisis ton modèle. Comme tu dis, nous, on va niche, qualité, mais tu peux aller masse, détail, moins cher. Enfin, bref. Tout dépend de ton positionnement. Avantage compétitif. Oui. Mais au moins, un point de vue sur ça. Tu vois? C'est vrai. Je pense que c'est pas mal lorsque tu es relativement... Moi, je crois que c'est important d'apprendre dans un métier. Parce que parfois, il y a trop de jeunes entrepreneurs qui essayent un peu ça, et en fait, au final, ils touchent rien, en fait. Ils font rien du tout. Bon, moi je veux dire, j'avais le luxe du fait que j'avais 4 associés qui pouvaient se concentrer sur autre chose et que moi, je devais me concentrer sur mon métier. Mais je pense que c'est pas mal d'être concentré. Parce que nous, on a été concentrés, très, très clair. Ça veut dire, je peux dire, voilà ce que moi, je fais. Tu vois. Et lorsqu'on a commencé à créer des métiers connexes, c'est des choses qu'on maîtrisait presque naturellement parce que, tu vois, on les maîtrisait à moitié, quoi. Tu vois, où tu avais un projet qui finançait le best of the best à financer et qu'on apprenne à faire de la prod. Tu comprends? Ou Prix Musique ici, tu vois. Donc, il y a un peu de ça. Je pense que du point de vue... Donc, ça, c'est vraiment le business model. Je pense qu'il y a un point de vue qui est plutôt... je crois un peu personnel. Je pense qu'il faut croire dans ce qu'on fait. Je le disais tout à l'heure, voix grande, ne te limite pas parce qu'il n'y a pas de raison, tu vois. Ça, c'est un peu dans son mantra personnel. Et puis, d'autres points, par exemple, écoute, j'ai vu beaucoup de gens réussir parce qu'ils ont de l'ambition. Mais il y a parfois une limite entre avoir de l'ambition et avoir un ego personnel, truc et tout. Mais bon, je réfléchis à haute voix, tu vois. J'ai vu des gens réussir par ego. Par ego. Tu vois, parce que... il veut pas produire moins, c'est un défi pour lui-même. Et tout ça. Il se fixe des normes et des standards. Disons que utiliser l'ego jusqu'au niveau... Parce que la ligne entre l'ego qui est positif et qui est une motivation et qui te dit « je ne ferai pas moins que ça », et la ligne où tu commences à te réévaluer, elle est fine. Elle est très fine. Tu perds un peu les trucs. C'est pour ça que je le dis en disant l'ego positif, l'ambition positive et tout, parce que à un moment ça peut être négatif, il ne faut pas virer négatif à ce niveau-là. Donc je crois que c'est important. Moi je crois dans les valeurs humaines. Moi je crois dans les valeurs humaines, le respect, parce qu'il n'y a pas de raison. Écoute, moi je dis je suis compétitif, mais mon plus gros concurrent c'est moi-même en fait. Tu vois, le fait de se dire voilà, je peux faire mieux. Tu vois, il n'y a pas pire qu'aller en dessous de ce que je pense de ce que je peux réellement réaliser. Tu vois, maintenant, je suis dans un milieu compétitif et je vais essayer de faire mieux que le voisin. Je vais essayer de faire mais à la fin, mon concurrent, c'est moi-même. D'accord. Donc, ne pas s'éparpiller, comprendre son business model, comprendre son marché, comprendre ses points forts, se connaître, travailler ses points faibles. Bon, après, il y a les défis. Quand tu es dans le business, c'est de l'argent. Il faut à la fin que ça paye. Il faut que tu génères plus que tu ne dépenses. Il faut que tu payes tes factures. Il faut que tu puisses regarder. Moi, je dis, il faut plus regarder les gens en face.
Et pour regarder quelqu'un en face, c'est que tu dois être droit dans tes bottes. Ça veut dire que quand tu dois à quelqu'un quelque chose, il faut que tu l'aies payé. Si pour des raisons qui te dépassent, parce qu'un business, on se casse la gueule, pour des raisons qui te dépassent, un jour, tu es incapable de payer quelqu'un, que tu puisses le regarder en face et que lui dire, écoute, je ne peux pas te payer aujourd'hui, mais voilà les raisons, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois être droit dans ses bottes. Tu vois? Moi, ça, j'y crois. D'accord. J'y crois vraiment, tu vois. On va parler chiffres Pigma. Quelle est l'année la plus rentable de Pigma? Disons qu'il y a eu des années pas mal, en fait. Hein. Il y a eu des années pas mal. Il y a eu des années très, 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 très mauvaises où on était complètement rouge. Mais il y a de belles années. Hein. Je pense dans les premières années, je crois qu'autour de 2007, on était pas mal. Vers 2009, on s'est cassé la gueule. Entre 2012 et 2014, c'était vraiment très, très bien. 2016, c'était... 2016, 2017, 2018, 2019, carrément se casser la gueule, on était en mode survie. Après Covid, on a bien rebondi tout de même. D'accord. Voilà, quoi. Je te réponds D'accord. Dans des proportions, je te réponds dans l'absolu. Je vais plus loin que ça. Quelle est la fourchette de la bonne rentabilité de Pigma en montant? Comme ça, on ne se donne pas un montant. Je parle pas. Je veux te donner des pourcentages. Pourcentage alors? Je parle pas. Ah non, il y a des années où il y a 60% de rentabilité. Mais c'est parce que, je me suis souvent pris la tête avec mes associés à cause de ça, c'est que moi, la réponse, c'est que j'ai toujours pensé à demain. Et j'ai toujours pensé grandir. Et parce que j'ai toujours pensé grandir, j'ai réinvesti tout le temps. Ah, ok. Tu comprends? Et je pense que je réinvestissais là où parfois certains pensaient que j'aurais pas dû. Que j'aurais peut-être dû. D'accord. Non, mais la rentabilité est là, mais la question c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que tu en fais exactement? Ouais. Dans demain. Ok, d'accord. D'accord. Donc il y a des années 60. Demain n'est pas toujours et ça marche pas toujours. Oui, ça marche exactement. Donc, des fois j'ai fait des mauvais calculs. Et en termes de pourcentage, l'année la plus pire, c'est combien de pourcentage? Oh, l'année la plus pire, c'est que je perds carrément de l'argent. Je perds de l'argent. Covid, c'est une catastrophe. Covid, c'est une catastrophe. Heureusement qu'on arrive à serrer les charges sérieusement. Heureusement qu'on arrive à travailler avec les équipes qui ont accompagné, en fait. Hein, parce que le problème arrive et puis tout le monde accepte qu'on coupe son salaire. On a tout et tout. On a coupé on a déménagé les bureaux. On a pris des bureaux... le dépôt que tu as vu, là, c'était un dépôt sans clim. Hein. Que vous avez bien réaménagé. Oui, mais pendant la période, les gens n'y croyaient pas. Moi, je me rappelle, je réunis l'équipe, je leur dis... c'est mon métier, hein. Je fais une grosse présentation, je montre la photo de la salle, je dis, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez une salle vide et poussiéreuse et tout. J'ai dit, moi, je vois le futur. J'avais pas menti. Tu vois, moi, je vois le futur. Mais c'est vrai, les gars, je me rappelle Senga, Christian. Et regarde, il disait, boss, vraiment cette histoire-là. Il va où? D'accord. J'ai fait faire le design de l'espace et puis voilà, et puis bon, on l'a fait quoi. Ok. Le chef d'entreprise qui doit toujours parler, parce qu'il est à la tête, il est à la gestion de Pigma Communication. Les impôts. Cher, trop cher, pas cher du tout. En RDC. Et quand tu fais le comparatif des impôts avec un marché comme anglophone comme celui de l'Afrique du Sud. De façon macro, le fisc, c'est un devoir, tu vois, mais c'est un devoir, mais c'est un devoir, mais c'est un investissement en fait, parce que vous en mettez et puis l'État fait sa part, il en remet, ainsi de suite. Donc bref, l'équation est un peu biaisée depuis le départ. Bon, on fait avec. Écoute, ça fait partie des paramètres et tout. Écoute, c'est un pays en train de se développer, donc c'est pas toujours donné. Les lignes ne sont pas toujours droites. Gris n'est pas toujours gris, noir n'est pas toujours noir. Et il faut savoir nager entre les deux. Moi, j'ai eu des redressements qui sont incroyables. Hein. Les premières années, tu as eu des redressements à 6 chiffres quoi, en dollars, tu vois. Enfin, ça, c'est la menace. Après vous arrivez à démontrer que ça n'a pas de sens, que c'est tiré de partout et tout. Mais ce sont ces guerres-là, quoi, tu vois. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas assez. Maintenant, je pense qu'il y a une manière scientifique de l'approcher. Je crois qu'il faut être... en fait, il faut vraiment faire son taf. Et être vraiment préparé, tu vois, et l'anticiper en réalité, tu vois, de manière à il y a beaucoup d'imprévus, mais je crois qu'en étant réellement organisé, structuré, il y a moyen de mitiger un petit peu le risque, quoi. Mais c'est pas évident. Comment tu fais pour déléguer déjà arriver à déléguer? Est-ce que toi, c'est dans ton, j'ai envie de dire, son mindset managérial, est-ce que c'est dans tes cordes à toi de se dire, bon, voilà, moi, ma vision, c'est que je dois pouvoir
arriver à que la boîte tourne, que je sois là ou pas? Bah, écoute, sinon, c'est dommage. En fait, moi, je pense que tout à l'heure, je te parlais des personnes de première classe. Personnes de première classe, c'est pas. Tu vas pas acheter des gars super près du premier jour, tu vois. C'est choisir des gens qui ont du potentiel. C'est les mettre dans des conditions dans lesquelles leur potentiel se développe, tu vois, et leur permettre de faire des choses, dans leur rôle, ils vont faire mieux que toi ce que tu peux faire. Moi, je sais pas faire de design sur Photoshop. On est deux. On est deux. Ce que je veux dire, tu vois. Mais je vais prendre un gars qui est bon dans Photoshop et je vais le pousser. Lorsqu'il me fait un truc qui est pas bien, je lui dis, mais je crois que tu peux faire mieux. Et le pousser à faire mieux dans le truc et tout. Bref, donc tu choisis les gens bien. Tu leur fais confiance pour sortir de bonnes choses. Tu les mets dans des conditions, que ce soit de travail, que ce soit de la formation et autres, et tout, où je le cadre, ou financièrement et tout, de manière à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et si toute ta compagnie est faite comme ça, et que chacun connaît son rôle, que chacun connaît sa place, et que les gars, parfois, ils te font des choses pas parce que toi, tu demandes de faire, parce qu'ils savent. Voilà, il y a des gens qui attendent d'eux-mêmes, ils attendent de lui-même beaucoup plus que ce que je veux dire. Oui. Et c'est en fait essayer de créer cette sorte de dream team et cette sorte de culture d'entreprise. Et en plus des procédures de travail, chez nous, c'est assez clair. En tout cas, dans un projet d'une campagne de com, les gens, ils savent ce qu'ils ont à faire. Tu vois, celui qui va pitcher le client, celui qui va faire la créa derrière, celui qui va... ils savent ce qu'ils font. Et moi je dis toujours dans les différents projets que j'ai, c'est pas moi qui porte les projets. Tous les projets qu'on fait dans l'agence sont portés par des chefs de projet qui sont les gestionnaires du projet. Moi, je suis une ressource pour tous ces gens-là de derrière, tu vois. Donc, c'est-à-dire, je peux pousser la réflexion plus loin. Je peux les challenger pour être plus créatif. Je peux challenger pour que ce soit mieux exécuté. Je peux pousser pour que on pense mieux à la partie business. Donc, tu vois, moi j'ai toujours dit que mon rôle, c'est inspirer, motiver, et puis après, c'est quality control. Ça veut dire assurer que ce qu'on a promis, truc et tout, se réalise comme promis, si pas mieux. Le contrôle de la qualité. Voilà. Et donc, je crois qu'avec bâti comme ça, en fait, on n'a pas besoin de moi sur... c'est pas moi qui tire chaque projet. Chaque projet. Donc, les projets se tirent tout seuls. Mon rôle, c'est assurer est-ce qu'on peut faire mieux, tu vois. Et donc, ça veut dire que je peux me déplacer, je peux voyager. Et puis, je dis à l'ère du digital, ça veut dire, je peux faire ma part sans nécessairement être là tous les jours, quoi. Quelle est ta plus grande erreur managériale? C'est-à-dire que tu as vraiment fait une grave erreur sur le management, sur un choix, sur la gestion d'un projet, et ça t'est vraiment revenu en pleine face, que tu dis, voilà la leçon que j'en ai tirée. Les erreurs, il y en a beaucoup, hein. Je crois ma plus grosse faiblesse, on va dire, en gestion, c'est que je pense que je ne sais pas virer. Oui, ça, on l'a remarqué. Je ne sais pas virer. Non, mais c'est vrai que c'est dommage, parce que ça coûte très cher, en fait, de ne pas virer. Ça coûte très cher à l'entreprise. Et ça coûte très cher aux autres, en fait. Parce que, non, en ne virant pas une brebis galeuse, tu envoies un signal très négatif à ceux qui restent et qui donnent tout, en fait, tu vois. Et je sais, quoi. Mais je crois que c'est encore le truc que j'ai à apprendre. Ça coûtait cher. Ça coûtait cher pour moi parce que des fois, j'ai perdu des gens très, très bons. Parce que, à un moment, tu vois, ils vont arrêter d'y croire à cause de ça et tout. Ouais, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là, quoi. À ce niveau. Pigma, c'est combien d'employés qui ont défilé en 21 ans d'existence? Je sais pas. Hein. On a emploi direct et indirect. Prestations, consultants. Écoute, je vais te dire, en moyenne, nous sommes de façon constante, vraiment le gros minimum, c'est 50 personnes. OK? En 20 ans, 21 ans. Le gros minimum, c'est 50 personnes. Et constamment. Il y a une rotation quand même. Hein. Ouais, écoute, fais 50 fois 20. C'est pas aussi direct que ça, mais fais ça comme ça. C'est ça. Pour donner une idée. Et là, je te parle d'emploi direct, hein, presque. Parce que l'emploi direct, on était entre 50 et en emploi indirect, autour de 120, 130, selon les périodes. Est-ce que parfois tu te dis, j'ai formé mes propres concurrents? Ah, oui. C'est ça le job, en fait. C'est ça le job, en fait. Et que tu sais, moi, je pense qu'on fait les choses... comment je vais dire ça? Ce
ce serait bien de construire quelque chose qui est plus grand que soi. Et parfois, les gens se limitent à le top, c'est moi. Tu comprends ce que je veux dire? Et je pense que une purposeful life, une vie d'une vraie mission en fait. Un vrai objectif. Même pas objectif, je crois que c'est mission. Mission. Parce que je pense que c'est plus qu'un objectif en fait. Parce que c'est vraiment au quotidien et tout. C'est quand ce que tu fais peut être plus grand que toi en fait. Tu comprends? Si je peux influencer l'industrie, ben c'est magnifique. Oui, en effet, il y a des gens qui viennent à Pigma. Et pour moi, l'échange qu'on a pendant qu'on est ensemble et qu'on fait les choses ensemble, c'est top parce que je donne le meilleur, ils donnent leur meilleur. Et que si leur meilleur demande qu'ils grandissent, qu'ils grandissent. Et si à un moment, ils estiment que leur meilleur n'est plus dedans, mais dehors, c'est OK. Parce qu'en fait, la relation qu'on bâtit avec les gens va au-delà de la relation de travail aujourd'hui. Tu vois, mes plus gros clients souvent étaient des anciens de Pigma. Tu vois ce que je veux dire? Les plus gros fournisseurs, ceux qui deviennent réalisateurs lorsqu'on fait des projets ou lorsqu'on fait des choses, c'est des anciens de Pigma. Tu vois, ils viennent dans un autre rôle. Et c'est ça. Tu vois, là, cette année, on est en train de fêter nos 20 ans. Et pour moi, il n'y a pas plus beau plaisir, plus beau cadeau, en fait, que de voir des anciens de Pigma qui parfois ont des agences à côté ou qui parfois sont en train de faire autre chose. Mais je te promets, la manière à laquelle ils sont venus répondre aux trucs et faire leurs vidéos et raconter leur histoire et comment Pigma a contribué à leur histoire. Il n'y a pas plus beau, en fait. Oui. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dû traverser pour aller faire la vidéo. Et tu vois bien. Non, mais je te promets. C'est pour ça que je te parle de purpose. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Le jour où ça s'arrête, que les gens doivent démissionner, pour les bonnes, des fois on part et la personne est peut-être fâchée parce qu'il y a une petite frustration et tout sur le coup. Mais bon, ou pas, ça arrive et tout, quelles que soient les raisons. Voilà, quoi. Tu vois, c'est... écoute, ce qui est dommage, c'est quand tu as l'impression parfois que quelqu'un part trop tôt pour lui. Et c'est arrivé, tu vois. Il y a des gens, on a commencé à travailler, je regarde, je dis, c'est dommage. Parce que aujourd'hui, je crois que dans 2 ans, tu serais encore mieux, tu vois, mieux. Pour toi-même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de la communication dans les deux Congos? La communication, de 2004 à 2025, toi, quel est ton avis en tech expert? Je pense qu'on a un peu évolué. Je pense qu'on a commencé à créer une industrie. On commence à avoir une industrie. En 2004, trouver un concepteur-rédacteur, c'était pas évident. Tu vois, je t'ai dit, je suis venu à Brazza recruter, et c'était pas évident, tu vois. J'ai recruté des gars, ils sont là, hein. Et aujourd'hui, on travaille ensemble, ils font des trucs et tout. Mais tu vois, voilà, quoi, il y avait pas, tu comprends? Donc, je pense que et puis, il n'y a pas le digital, ça veut dire aujourd'hui, écoute, les monteurs, une émission comme celle-là, tu vas la tourner avec une équipe totalement locale. En 2004, c'était pas vraiment évident. Et puis, le matériel coûtait 10 fois plus. Donc, c'était l'accès au savoir-faire à l'industrie était beaucoup plus dur. Aujourd'hui, les barrières sont plus basses. Je pense que l'industrie de la com inspire plus. Donc, il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent dedans. Je me rappelle, il y a Eric Dosso, un de mes anciens collaborateurs, qui disait, mais attends, les filles à Kin, il est ghanéen. Il dit, mais les filles à Kin travaillent à Pigma. Mais les filles à Kin, elles sont toutes en droit. Elles font toutes de droit. Tu vois ce que je veux dire? tu vois aujourd'hui, écoute, tu vois, les jeunes sont fiers de dire qu'ils font de la com. Tu vois, les gens de l'Académie des Beaux-Arts, ils se sentent valorisés parce que leur métier a pris de la valeur. Et ça, c'est très bien. Donc, le savoir-faire, quand je regarde l'output, il y a des choses qui sont faites, tu vois, les jeunes qui créent des choses, des idées dans l'événementiel, des choses, quoi, tu vois. Par contre, ça c'est la grosse valeur ajoutée, il y a un gros surplace. Oui. Le gros surplace, c'est que je pense que les budgets n'ont pas bougé du tout. Non. Je ne pense pas que les budgets ont bougé. Tu vois, donc, en fait, pendant qu'il y a du talent, il y a de l'envie, il y a des choses qui se font et tout, malheureusement, je pense que économiquement, je ne pense pas qu'on a une industrie qui grandit, qui devient un truc et tout, parce que c'est important pourtant, tu vois. Et ça, c'est le gros défi, en fait. Je pense qu'on peut être 10 fois plus grand. Je pense que le volume de talent et de savoir-faire est beaucoup plus grand que l'investissement financier dans l'industrie. C'est un gros défi pour Parce que les clients n'injectent pas assez, ne mettent pas assez de budget sur la table? Je pense que c'est économique. Je crois que les économies ne grandissent pas. Ok, d'accord. Parce qu'il faut une économie qui grandit, qui peut voilà, quoi, tu vois. Quand tu as 5 compagnies qui vendent des voitures, tu vois, les gars, il y aura de la compétition. Il y a la compétition, oui.
Et pas vraiment, tu vois. Donc, je te dis, quand nous, on arrive, stratégiquement, on se positionne, on se dit, tiens, voilà, où est-ce qu'il y a il y a vraiment du budget. Et donc, on est sur les télécoms, c'était évident. On est sur les brasseries, c'était évident. Bon, on a évité le politique. Le politique a toujours du budget, mais bon, c'est à quel prix, on va dire. Parfois, c'est un peu compliqué. Et c'est pas très constant. Je fais le bilan, à chaque année, je le refais, tu vois. Et nous, d'ailleurs, c'est l'approche qu'on a prise. Je ne prends pas trop de temps des trucs. Et de l'approche qu'on a prise, c'est que la raison pour laquelle on a dû aller de façon organique, c'est qu'en Europe, lorsque tu es une agence de pub, tu fais que de la pub. Tu fais que de la pub. Lorsque tu fais de l'event, tu fais que de l'event. Ouais. Agence événementielle, agence de publicité. Et nous, la seule manière de justement pouvoir ratisser large et tout, c'est de se planter dans différents paniers. Oui, exactement. Fait, le tout en un. Oui. Tout en un. Ouais. Et ça aide un petit peu parce que pendant qu'à un moment... l'événementiel est en down, la publicité récupère, la communication, la stratégie. Digitale, et ainsi de suite, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est un petit peu ça. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu penses des entrepreneurs, les chefs d'entreprise, des tout jeunes? C'est quoi ton avis? Moi, je crois dans l'entrepreneuriat. Je pense que le futur de nos pays, c'est ces entrepreneurs-là qui n'attendent pas, en fait. Tu vois, il y a eu une époque où, en fait, les gens attendaient de l'État. Tu vois, que l'État fasse des choses et on se plaignait. Mais on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, et puis ainsi de suite. Et je pense que c'est une génération, en fait, qui se retrouve un petit peu entrepreneur par défaut. Parce que je pense que ma génération était la génération qui attendait encore, tu vois, que l'État fasse. Et puis finalement, l'État n'a pas fait. Oui. Alors que la nouvelle génération, depuis le départ, elle a un mindset d'entrepreneur. Elle se dit, mais tiens, voilà, je ne vais pas attendre, je vais me débrouiller. Tu vois, est-ce que je vais le faire tout seul, tu vois. Et donc, ça, c'est très, très bien. Maintenant, il y a l'entrepreneur par défaut et puis l'entrepreneur par mission, tu vois. Et puis, je dis toujours, il y a une grosse nuance. Malheureusement, on produit beaucoup de débrouillards et pas assez d'entrepreneurs. Le débrouillard, au départ, c'est la même problématique. Il faut que je fasse quelque chose qui fasse que demain, j'encaisse plus que je ne dépense. OK, c'est très bien. Je commence à produire de la valeur et tout, c'est très, très bien, tu vois. Le débrouillard, il le fait par opportunisme et très court terme, parce que voilà, et très vite, il veut jouir de ce qu'il a fait. Il a fait un coup, boum, il y a 10 000 balles qui sont entrées. Ouais, c'est bon, je suis arrivé. Et malheureusement, dès que tu as les 10 000, tout le monde à côté t'applaudit, tu dis waouh, toi, t'es le roi des entrepreneurs et tout et tout. Et les gars, ils s'arrêtent là, quoi, tu vois. Et l'entrepreneur, il y a beaucoup plus, il y a une plus grande mission autour, tu vois. C'est même pas nécessairement l'argent qui le motive. Je pense pas que je suis particulièrement motivé par l'argent, tu vois. Quand je te parlais de mission tout à l'heure, oui. Donc il y a parfois une mission plus large qui est truc, et c'est la raison pour laquelle je réinvestis. Et donc il y a un petit peu ça. Donc moi, ce que je pense des jeunes qui sont dedans, c'est c'est entrer dans l'entreprise, oui, parce que c'est la seule façon de changer la donne ici. Oui. Tu vois. Et contre toute attente, l'économie, politiquement, ça va pas, on s'en fout. Nous, ça fait 20 ans, et politiquement, il y a eu des hauts et des bas, on s'en fout et tout. Parce que vous êtes dans le secteur privé et que, justement, il faut apprendre. Oui, et puis on développe des modèles pour survivre. Comme je dis, on a développé des modèles, on fait un peu de ceci, on fait plus de cela, on fait plus de ceci et tout et tout. Nous, on vise les multinationales, ça dépendait un peu moins de trucs, mais bon, bref. Deuxièmement, penser long terme, pas nécessairement penser court terme. Donc voilà, être prêt à mourir de faim parce que c'est pas les 10 000 qu'on a fait c'est pas son argent, tu vois. Donc j'encourage l'envie, je crois vraiment, et c'est pour ça que j'en parle tous les jours et j'en sens et tout. Mais comme je dis aussi, il n'est pas entrepreneur qui veut, tu vois. Il faut le faire en sachant faire les sacrifices que ça demande et aller jusqu'au bout, quoi. Mais moi je dis le futur, le présent, le changement en fait, ou le décollage, parce que je crois pas qu'on a décollé jusque là. Pas encore. Non, enfin, je parle économiquement, nos pays n'ont pas décollé. Non. Et moi, je pense que voilà, le démarrage, il est dans l'entrepreneuriat. Alaya va à la tête cofondateur du groupe Pigma et à la tête de Pigma Communication depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'un jour, tu te dis, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui va me relever, la relève? Je crois que ma relève est dans tous ces gens in my trail, dans mon passage. D'accord. Je pense que la relève, d'abord, elle est faite parce que les gens... Oui, on a des agences de communication, mais la relève au sein même de Pigma. Il faut absolument, parce que moi, déjà... oui, je serais de travailler dessus. Parfait. OK, non. Il faut un après. On t'envoie pas à la retraite.
Mais bon. Ah ben non, vraiment avec plaisir qu'on le fasse. Moi, je veux bien. Avec plaisir. Mais vraiment, merci pour tout. Merci pour le temps. Merci pour l'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci de nous avoir regardé et de nous avoir écouté. J'espère que vous en avez beaucoup appris comme moi, parce qu'à chaque fois que je l'écoute, j'apprends beaucoup. Merci. Allez, ciao, à la prochaine.